Je suis Mehdi Boxiso-Salem, donc psychologue, cognitiviste, cogniticien, un cursus en psychologie, ingénierie pédagogique, ingénieur pédagogique au CAFOC de Dijon. Donc vous connaissez le CAFOC de Nantes, hein, qui nous accueille aujourd'hui. Donc nous, on est la structure homologue sur l'Académie de Dijon, dans la région de Bourgogne. Un groupement d'intérêt public, formation tout au long de la vie, qui dépend du rectorat de l'Académie de Dijon. Notre spécificité, peut-être au niveau du réseau des CAFOC, c'est qu'on a un pôle de production pédagogique, donc, qui existe aussi, il y en a un au CAFOC de Nantes, hein, mais ce n'est pas le cas dans tous les CAFOC. On est en fait une petite équipe qui s'agrandit au fur et à mesure. On est 8, presque 10 maintenant. Une équipe pluridisciplinaire, donc des ingénieurs pédagogiques, des scénaristes, un illustrateur, un graphiste, un développeur. Voilà, toute une petite équipe, ce qui nous permet de nous occuper finalement de toute la chaîne de mise en œuvre, de construction d'un dispositif multimodal, hein, de l'analyse du besoin, en passant par la conception, scénarisation, développement, et on va même jusqu'à la mise en œuvre, parce qu'on a une cellule tutorale, donc il y a 3 personnes quasiment à temps plein, enfin de temps plein et demi on va dire, sur l'accompagnement des salariés en formation dans les différents dispositifs qu'on met en place. Alors, alors je vais vous présenter plutôt sur la deuxième partie des exemples de dispositifs qu'on met en œuvre. Par contre, avant ça, je voulais revenir justement sur, alors avant de parler de multimodalité, revenir sur chacune des modalités, en l'occurrence le face-à-face traditionnel, ensuite le tout distance, et puis ensuite voir comment on mixe. Mais ce qu'on trouve important chez nous, et ce qui fait la force d'un bon dispositif multimodal, c'est de bien connaître les avantages et les limites de chacune des modalités pour en tirer finalement le meilleur. Alors, au niveau du face-à-face traditionnel, bon, c'est assez simple, hein. On a finalement, comme dans le théâtre, la règle des 3 unités. On a une unité d'action, donc tous les apprenants ont le même programme, le même rythme. Voilà. Une unité de lieu, on est tous dans la même salle de formation. Et une unité de temps, voilà, on est tous là à la même heure, les mêmes jours, selon un calendrier fixé. Alors, le face-à-face traditionnel, il a heureusement beaucoup d'avantages, hein. D'abord le plaisir de se retrouver, d'échanger, de partager, de participer. Donc voilà, c'est tout le côté social de la formation, hein. Néanmoins, pour les plus extravertis, parce que bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde de discuter en formation, d'échanger. Pouvoir profiter de temps informel, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment. Donc voilà, l'importance de cet apprentissage informel qui n'est pas du tout à négliger. Il y avait une étude récemment sur le pourcentage de savoir qu'on acquiert qui en fait est vachement important sur ces temps informels, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc on apprend sûrement beaucoup plus à la machine à café en discutant avec le collègue du service d'à côté qu'en allant à la formation prévue. Et puis, il y a une réactivité immédiate du formateur. Voilà, je vois si Mickaël s'endort au fond de la salle, ou si le théorème que je viens d'expliquer, il y a des petites moues d'incompréhension. Donc voilà, je réagis en direct, je suis attentif à tous les signes, et je peux remédier. Voilà, ça c'est les grands avantages du face-à-face. Alors les limites, il faut être disponible, donc les salariés ne le sont pas tous.
On verra sur les dispositifs, par exemple, qu'on met en place avec les établissements hospitaliers. Donc voilà, les infirmières, les aides-soignantes, ça ne peut pas se libérer comme ça du jour au lendemain. Il faut être mobile. Donc là, dans des régions, dans des vastes régions comme la Bourgogne, par exemple, quelqu'un qui habite au fin fond de la Nièvre ne va pas pouvoir venir sur une formation à Dijon. Et puis il faut être en forme, que ce soit du côté du stagiaire ou du formateur. Alors, des effectifs minimaux qui sont requis, donc là on aborde les demandes éparses. Donc c'est par exemple une personne qui veut se former à de l'anglais à Dijon, une autre qui veut se former à de l'anglais dans la Nièvre, une autre qui veut se former à de l'anglais en Saône-et-Loire par exemple. Donc voilà, c'est le même besoin de formation mais sur des lieux différents. Et puis aussi les demandes hétérogènes, donc sur un même lieu, on va avoir finalement des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes besoins de formation. Donc voilà. C'est compliqué à gérer sur un face-à-face traditionnel. Une question de délai entre le besoin et la réponse formation. Effectivement, si je suis une entreprise et que je dois former un tuteur pour un contrat de pro qui arrive lundi, c'est impossible pour moi de prévoir une formation en présentiel en 3 jours. Voilà. Que ce soit du côté de l'organisme ou du côté du bénéficiaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, le plaisir du groupe qui est peut-être moins évident pour les introvertis ou pour les ours. Voilà. Et puis, du côté justement pédagogique, tout le monde a le même contenu, tout le monde a les mêmes rappels, tout le monde a les mêmes savoir plus, on suit tous le même cursus. Bon, des fois ça peut avoir des avantages, mais c'est quand même, ça limite finalement voilà, du côté des rythmes cognitifs, des profils personnels, et on est sur il y a un manque d'individualisation finalement de la formation. Donc voilà pour les limites du face-à-face. Côté coût et traçabilité, on est sur des frais de fonctionnement, surtout, voilà, la participation du formateur, rémunération, location de salles, de matériel, les frais connexes, etc. Et sur la traçabilité dont on parlait tout à l'heure, Madame Anne, je pense. Donc voilà, là on a simplement une feuille d'émargement, et c'est tout ce qu'on va finalement demander, parce qu'on se rend compte que voilà, dans les formations en présentiel, on va rarement jusqu'à de l'évaluation, sur des formations courtes, j'entends, on reste la plupart du temps sur des évaluations de satisfaction de niveau 1, si on suit les modèles de Kirkpatrick par exemple. Bon. Alors, du face-à-face vers le tout distance, alors, les avantages du tout distance, c'est un peu faire sauter les maillons de la chaîne, qu'on voit à droite, contrainte de temps, contrainte de lieu, rythme cognitif, on va voir juste après. On n'a pas besoin d'effectifs minimal, encore que si on a des postes d'accompagnatrice, de tutrice, voilà, il faut quand même qu'il y ait des gens en face à former, bon, c'est une autre question. Ça permet de répondre à l'urgence formation, donc voilà, nous on a des dispositifs où on a énormément d'entreprises, par exemple on travaille avec l'OPCA Transport au niveau national, où il y a des toutes petites entreprises qui reçoivent un apprenti, un contrat de pro dans 3 jours, dans 4 jours. Voilà. Ils ont l'obligation d'être formés parce que les accords de branche obligent chaque tuteur à être formé, moins sur la branche transport, ça a tendance à se généraliser sur les branches pro. Donc voilà, notre dispositif en question, qui est du tout distance, permet de répondre à cette urgence, là où le face-à-face ne le permettrait pas. Il y a un respect des profils et des rythmes cognitifs, parce que quand on est sur une plateforme de formation, on va à son rythme, on fait les modules plusieurs fois, voilà, on avance à son rythme, et une individualisation possible. Donc voilà, on n'est pas tous dans la même salle à avoir le même parcours, on peut imaginer un positionnement en amont, où
en fonction des résultats, on va prescrire un parcours qui est différent pour chaque stagiaire. Alors les limites, forcément il y en a. Donc contrairement à ce que je disais tout à l'heure, là je ne vais pas pouvoir voir si la personne est en train de s'endormir devant son écran. Ça va être un peu compliqué. Il y a une logistique qui est nécessaire, que ce soit au niveau du matériel informatique, tout le monde n'en a pas à disposition. Une connexion, une carte son, comme le problème se posait pour Nathalie, une plateforme, voilà. La qualité pédagogique des contenus, bon, qui est pas toujours égale. Contrairement au face-à-face où on avait les échanges à la salle de pause ou au repas du midi, là, on se rend compte qu'il y a quand même des échanges qui sont assez pauvres entre les participants, même si, bon, il y a des outils pour ça, hein, des forums, des classes virtuelles, des chats, mais bon, ça reste assez compliqué. Et puis, c'est Nathalie qui disait tout à l'heure, hein, certains types d'objectifs pédagogiques, effectivement, qui ne sont pas possibles à assurer à distance, si on est sur des objectifs psychomoteurs ou comportementaux ou sociaux, enfin psychosociaux, sur de la communication, sur de la gestion de conflits, ou vraiment sur des gestes techniques, par exemple le lavage des mains en hôpital. Voilà, ça va être assez compliqué de traiter ça en toute distance. Au niveau coût et traçabilité, pour faire le parallèle avec le face-à-face dont je parlais tout à l'heure, on a de l'investissement, donc au niveau de la création des contenus ou de l'achat des contenus, si on achète des contenus sur étagère d'éditeurs qui sont souvent de très très bonne facture, l'achat ou la création de la plateforme LMS, hein, si on n'en a pas à disposition. Nous, on a la chance au niveau du réseau d'éducation nationale d'avoir une plateforme propriétaire. Des coûts de fonctionnement, donc là ça va plutôt être au niveau du tutorat, donc suivi des parcours. À pas oublier aussi les coûts, coûts administratifs, hein, inscription sur la plateforme, édition d'un protocole individuel de formation, délivrance de l'attestation de formation, etc. Donc ça c'est du temps qui se chiffre assez facilement finalement. Et là, à contrario, on a une traçabilité qui peut être très très fine du travail de l'apprenant, les temps de connexion, toutes les réponses, l'ensemble des scores, et effectivement c'est assez paradoxal qu'on demande sur du tout distance infiniment plus de preuves du suivi du parcours qu'en présentiel, où on peut finalement passer la journée à dormir sur sa table sans se faire embêter. Alors, du coup, on en arrive à la multimodalité, où l'enjeu, ça va être finalement d'exploiter les atouts et de limiter les défauts de chacune des modalités. Alors, avant de rentrer justement dans le mix des deux, il y avait un concept que j'ai trouvé intéressant. Je vous mettrai la source, enfin, elle apparaît après en bas d'écran. C'est Daniel Peraya. Donc, finalement, c'est assez intéressant de revenir là-dessus, où on oppose distance et présence, la plupart du temps. D'ailleurs, on le voit bien dans nos discours, hein, on parle de présentiel, de distanciel. Alors qu'en fait, c'est pas exactement ça. Parce que si on y réfléchit bien, l'inverse de distance, c'est pas présence. L'inverse de distance, c'est proximité. Et l'inverse de présence, c'est absence. Donc finalement, on est sur des axes qui sont différents, où d'un côté, distance-proximité, on parle plutôt de lieu, on est sur l'axe du lieu, alors que absence-présence, on est plutôt autour du soutien. Donc je vous mets une petite source en bas, donc Daniel Peraya. D'ailleurs c'est assez intéressant cet article parce qu'il revient aussi sur des vieux articles de Geneviève Jacquinot, où elle parle de différents types de distance, la distance géographique, épistémique, enfin bon voilà, plusieurs types de distance si on veut rentrer vraiment sur le mot distance. Mais pour faire simple, ça c'était très intéressant au niveau de Peraya. Voilà, distance, proximité, absence et présence. Et si on va plus loin finalement sur ce concept-là, on se rend compte qu'on a plusieurs cas de figure en fait.
Alors, on a l'absence à distance, où là, on est par exemple sur de la pure auto-formation, où on est devant son outil. Bon, ça peut marcher hein, sur certaines choses, par exemple pour ce qu'on voyait tout à l'heure sur Orange, voilà, il y a un outil qui est bien fait, la personne est pas spécialement accompagnée, mais elle a sa ressource et elle se forme seule. Voilà, l'absence à distance. On a l'absence en présence, où là par exemple un centre de ressources où on est tous dans le même lieu, mais on n'a aucun soutien, ou ça peut même être un cours traditionnel où le prof déverse son cours magistral sans avoir aucune réactivité en fonction des réactions de son public. Voilà. On a la présence à distance, où là on est sur les dispositifs multimodaux tels qu'on aime les voir, hein, avec l'apprenant qui a une partie à distance et qui a un vrai soutien humain derrière, donc qui peut être par mail, par vidéo, téléphone, quelle que soit la technologie utilisée. Et puis bon, la présence de proximité, où là on est sur le bon face-à-face traditionnel, où le formateur est là en soutien de sa salle, voilà, enfin de ses stagiaires. Donc je trouvais ce concept-là assez intéressant. Et donc du coup, dans la multimodalité, ça ne va pas être simplement ces modalités qu'on va mixer, mais aussi pas mal de choses. Donc des activités. Qu'est-ce qu'on mixe finalement? Des activités, donc des exercices, des apports notionnels, des études de cas, des jeux pédagogiques, on en a parlé tout à l'heure, des supports, donc tablettes, PC, on a vu tout à l'heure avec Idoceo, mais aussi certains parlaient de choses papier, par exemple, hein, des livrets, des outils, des ouvrages, voilà. On va mixer des stratégies pédagogiques, donc individuelles, collectives, collaboratives, voilà, aussi des méthodes et des styles pédagogiques. Donc, tantôt on va être sur de l'expositif, tantôt sur du transmissif, des méthodes actives, voilà, on va être sur des méthodes actives, collaboratives, socio-constructivistes, etc. Donc voilà, finalement, c'est pas que distance-proximité qu'on mixe, c'est vraiment tout un ensemble d'axes et de composantes qu'on va mixer pour faire un bon dispositif multimodal. Alors, je vais juste sortir. On va avoir un œil sur l'heure, parce que j'ai beaucoup de choses, mais il y a des choses qui peuvent être sautées. Ça, je vais passer très rapidement dessus, mais c'est assez intéressant visuellement de se représenter la chose comme ça. C'est plus pour avoir une idée du dosage entre les différentes composantes, si on est vraiment du côté outils et tutorat. Donc si on a on s'imagine un triangle, c'est une idée qui est de mon collègue Pierre Billet, je ne sais pas si certains le connaissent, qui est directeur des études au CAFOC de Dijon. Donc un triangle où on a l'apprenant, la médiation, donc formateur, tuteur, etc., et la médiatisation. Donc, et l'idée c'est qu'on va gonfler à l'intérieur de ce triangle des ballons. Donc si l'apprenant est très autonome et très motivé, on va pouvoir se permettre dans notre dispositif multimodal d'avoir peu de ressources ou des ressources d'une qualité moindre et une faible médiation, un faible accompagnement. Alors, c'est évident en fait hein, cette représentation, mais c'est bien de se représenter les choses comme ça, je trouvais que c'était intéressant à partager. Si on a un apprenant qui est peu autonome, peu motivé, il va y avoir deux solutions. Soit on a peu de ressources, peu d'outils à disposition, on n'a que des PDF ou des ouvrages, enfin des articles, voilà, peu interactifs. Et ben, il va falloir mettre le paquet sur l'accompagnement et le tutorat. Voilà. Donc, bien gonfler ce ballon-là. Si au contraire on a des outils qui sont très très bien faits, très interactifs, qui remontent beaucoup de choses, on va pouvoir se permettre
d'être un peu moins présent sur l'accompagnement. Voilà. Ça, je vais passer, c'est pas forcément intéressant en soi. Alors, avant de passer sur des exemples pratiques de ce qu'on a mis en œuvre, je trouve intéressant qu'on déroule en fait pour un même dispositif différentes options en fait, telles que nous on peut le voir avec des exemples de coûts qui sont fictifs, encore que. Alors, on imagine en fait une formation de 7 heures, voilà. Donc, par exemple, sur le tout présence, on va être 7 heures en proximité, finalement, face à face. Donc, on va avoir des coûts qui sont plutôt de l'ordre du fonctionnement, un soutien face à face, avec un certain nombre d'avantages qu'on a listés tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a des contraintes, et un exemple de tarif qui est un tarif, par exemple, chez nous, pour 10 stagiaires, 980 € au jour. Bon, ça dévoile les prix de l'éducation nationale, peu importe, ils sont connus. Si on passe sur un blended sans accompagnement, donc par exemple avec une articulation 3 heures en face à face et 4 heures à distance, on va avoir des coûts d'investissement, des coûts de fonctionnement, avec un soutien qui va être face à face puis nul, là, donc individualisation qui est partielle, on supprime la contrainte d'action, donc là on va être sur, bon c'est très schématique, hein, les coûts, je vous le concède. Donc on divise le coût de la journée par 2 et on rajoute des coûts, par exemple administratifs, on imagine 15 minutes d'une personne qui inscrit la personne sur la plateforme, qui édite un protocole individuel de formation. Voilà. Et on arrive à un coût qui est un peu moindre que celui de présentiel. Attention, je n'ai pas pris en compte les coûts d'investissement. On va y revenir juste après. On est uniquement sur les coûts de fonctionnement. Du multimodal blended avec accompagnement, donc 3 heures, 4 heures. Là par contre on rajoute un tutorat, donc 35 €, en imaginant que c'est plus 20 minutes par apprenant d'accompagnement. On est sur un parcours assez court, donc pourquoi pas. 20 minutes ou 40 minutes. Voilà, on arrive à un coût de 100 €, si on part sur cette base de 980 € jour pour formateur. Si on a un tout distance, 7 heures à distance, où là on garde finalement un coût d'accompagnement de 70 €, donc c'est 40 minutes de tuteur par exemple, il me semble que c'était ça la clé, plus le temps administratif, donc 10 minutes ou 15 minutes d'inscription, et on arrive sur un coût de 87 € de fonctionnement par apprenant. Si c'est pas clair. Alors par contre, dans les calculs qu'on a vus avant, on ne prenait pas en compte l'investissement. Vous allez le voir tout à l'heure, nous, ce qu'on propose quand on travaille avec des prestataires, enfin des partenaires, pardon, c'est de créer l'ensemble des ressources, du parcours. Donc ça, forcément, il y a un coût. Voilà, il y a une équipe derrière, il y a des scénaristes, il y a des développeurs. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire ce qui est possible, c'est de fondre ce coût d'investissement, finalement, pour calculer l'amortissement dans le coût stagiaire. Donc, bon, ça, je l'ai mis dans le enfin, vous l'avez dans vos livrets, là. Donc, si vous voulez vous attarder dessus ou poser des questions, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est un calcul qui est assez facile. Voilà. La seule chose qui est difficile, c'est d'estimer le nombre de stagiaires qu'on aura, enfin de bénéficiaires. Voilà, parce que forcément, c'est ce chiffre-là qui va influer sur le coût stagiaire. Et ça, c'est intéressant de faire des calculs de ce genre quand justement vous essayez de convaincre des clients, notamment des OPCA, d'aller sur de la multimodalité. Où finalement, ce qui est intéressant, ça va être de croiser la courbe des coûts présentiels, en tout présentiel, et la courbe justement des coûts sur du multimodal, où finalement on se rend compte qu'au bout du 800e stagiaire, on a complètement amorti les coûts d'investissement.
Donc effectivement, il y a des partenaires, des clients qui peuvent faire les gros yeux en voyant des coûts comme ça, encore que c'est pas très très cher, c'est pour une formation. On peut imaginer que c'est pour une formation d'une dizaine d'heures à distance, par exemple. Voilà, dire attention, pensez bien que au bout du 500e apprenant, on arrive à des coûts qui sont moindres que si on était en tout présentiel. Voilà. Donc ça c'est plus pour le côté pratique pour ceux qui sont dans des OF ici. Alors, j'en viens à des exemples assez pratiques de ce qu'on peut mettre en place. J'en ai sélectionné 3 ou 4. Depuis quelques années, on en a mis beaucoup en œuvre. Alors, on est beaucoup sur du tout distance, pour le coup, parce que c'est souvent ce qui nous est demandé. Quand je vous ai parlé de l'Opca Transport, eux veulent du tout distance, parce que dans tous les cas, c'est impossible pour eux d'organiser des regroupements. Alors, premier projet que je voulais vous présenter, donc c'est avec l'ANFH, c'est l'Association nationale de formation des personnels permanents hospitaliers. Donc l'ANFH de Bourgogne, il y en a dans toutes les régions. Donc un dispositif multimodal avec une première partie qui était à distance. Donc on a mis au point une collection de modules de formation, donc sur l'hygiène des mains, sur les accidents d'exposition au sang, sur le risque légionnel, voilà, qui sont assez sympathiques, j'espère. On a des bons retours en tout cas. Et donc la deuxième partie, qui est une partie en regroupement, en présence. Donc les petits modules, c'est des modules d'1 heure ou 2 heures pour les plus longs. Donc c'est des parcours assez courts. Donc voilà, c'est en 1 heure faire tout le tour des précautions standards, faire tout le tour des accidents d'exposition au sang. On est sur du théorique, il y a des petites études de cas aussi, il y a des exercices, et c'est tutoré à distance, donc on demande des productions écrites aux apprenants. Donc voilà. C'est nous qui nous occupons du tutorat à distance, de l'accompagnement. Il y a une de nos tutrices qui est hygiéniste en fait, donc elle est bien au fait de toutes les procédures d'établissement. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, le regroupement, c'est pas nous qui le mettons en œuvre. C'est des regroupements qui sont animés par les établissements de santé. Donc chaque établissement, pour les gros du moins, pour les hôpitaux, les centres hospitaliers ont un cadre hygiéniste. Donc c'est ce cadre hygiéniste finalement qui est le relais sur site qui va animer ces regroupements. Donc mettre en pratique. Donc finalement sur la gauche on était sur les apports théoriques, sur les réflexions, et sur la droite on va être sur la mise en pratique de gestes techniques. Donc on va vraiment faire le lavage des mains en direct avec la cadre hygiéniste. On va échanger, analyser les pratiques. Et ce qui est super intéressant souvent, c'est que les regroupements sont faits en interpro. Donc toutes les professions d'un même service qui se regroupent finalement. Donc on a dans la même salle l'infirmière, la cadre, l'aide-soignante, la SH, etc. Donc ça permet des échanges assez intéressants. Et tout le monde part sur la même base parce que tout le monde a suivi les petits modules et tout le monde a les connaissances nécessaires pour mener à bien la réflexion. Voilà. Alors, deuxième dispositif. Alors oui, pardon, je reviens sur la NFH. On avait commencé ça. Alors oui, il faut peut-être que je rende à César. On ne l'avait pas fait tout seul. C'était en collaboration avec l'Académie de Lille et l'Académie de Besançon. Voilà. Et il y a eu quelques centaines d'agents hospitaliers formés via ce dispositif. Et c'était en 2008, je pense qu'on avait commencé. Alors, deuxième dispositif, assez intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait cette année, qu'on a commencé l'été dernier et qui est en train d'être mis en œuvre là depuis mars. Voilà, il y a une session qui est en cours, donc on est en expérimentation quasi déploiement.
Donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, tout le monde connaît l'INPES par exemple. L'IREPS, c'est un peu la déclinaison régionale de l'INPES. Donc promotion de la santé. Il y en a dans plusieurs régions. Voilà. Donc eux sont venus nous voir en disant actuellement on met en place chaque année une formation à la méthodologie de projet qui est ouverte à toutes les personnes, souvent les acteurs de la promotion de la santé qui veulent monter des projets. Voilà, ils ont des manques au niveau de la méthodo. Donc il y a une formation présentielle de 4 jours, pardon, qui existe et qui marche. Problème, voilà, les contraintes qu'on a énumérées tout à l'heure, voilà, des lieux géographiques éloignés. Donc, on a multimodalisé ce dispositif de la façon suivante. Alors, une première journée où les participants se rencontrent et on va présenter finalement le dispositif. La constitution des équipes projets, parce que vous allez voir, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc, il va y avoir des équipes qui doivent faire des productions graphiques. Voilà. On profite de cette journée pour leur montrer comment marche la plateforme, comment marche le forum, comment marchent toutes les choses, etc. Leur ouvrir des accès, leur faire changer leur mot de passe, toutes ces petites considérations. Et puis un premier travail sur les représentations, qu'est-ce que c'est la santé pour vous, etc. Le cœur du dispositif est à distance, où là on a 14 heures de formation, donc via un parcours à distance. Je vais vous montrer un petit extrait pour que ça soit plus parlant. Un travail collaboratif à réaliser, donc c'est via un site qui est très bien, ça s'appelle Pixton, je ne sais pas si vous connaissez. Pixton. Voilà, ça permet de créer des petites bandes dessinées. Et c'est assez intéressant de faire ça aux stagiaires. Donc on leur a demandé collaborativement de créer par groupe de 3 ou 4 une BD sur la méthodologie de projet. Voilà. Donc cet outil permet bien de faire ça. Et au niveau du parcours, au niveau des modules, il y a assez régulièrement des questions qui sont posées et ça renvoie sur le forum. Donc voilà, forum qui est modéré, animé par une formatrice de l'IREPS qui répond, qui rebondit et qui fait avancer la réflexion. Et les participants se retrouvent une dernière journée en face à face, donc voilà, pour venir présenter leur petite BD. Revenir sur les éléments de contenu et faire un bilan final. Alors peut-être juste pour le fun, je vais vous montrer un petit extrait. Donc on a vraiment scénarisé le truc en sortant, enfin on a pris en fait une espèce d'aventure safari. Voilà. Bonjour et bienvenue dans Aventure en promotion de la santé. Je suis Paul, votre guide pendant ce voyage d'exploration de la méthodologie de projet. Je vais vous accompagner tout au long de votre parcours en vous indiquant les chemins à emprunter. Ce voyage, coordonné par l'instance régionale bon, ça c'est les crédits. Voici Tony, votre ravitailleur. C'est lui qui va nourrir votre réflexion en vous proposant des exercices et des quiz. Il sera là pour recharger vos batteries au début de chaque mission. Comme on le verra, on essaie de faire ça dans tous les dispositifs. On a des personnages qui ont chacun une fonction assez précise, donc ce qui permet d'avoir une cohérence pédagogique. Donc, l'apprenant, il voit ce personnage-là, il sait qu'on va lui poser une question. Il voit la sage, il sait qu'il va avoir un apport d'expert. Sophie, elle, est la sage de notre équipe. C'est notre tête pensante et elle vous aidera à garder l'esprit vif. Gardez à l'esprit que même s'il n'est pas du voyage,
Votre tuteur est à votre disposition pour toute question. Revenons maintenant aux objectifs de votre voyage. Analyse de la situation, priorisation des problèmes, définition de la problématique et des objectifs, traduction en action opérationnelle, prise en compte des ressources et de l'évaluation, sont autant d'étapes indispensables à la conception et à la mise en œuvre de projets en promotion de la santé. Cette formation va vous permettre d'acquérir une méthodologie pour concevoir un projet. Donc de la même manière que les personnages sont récurrents, il y a aussi des objets qui sont récurrents. Donc à chaque fois qu'il y a des apports théoriques, c'est le petit carnet de voyage qui va apparaître. Voici votre carnet de route. Il vous indiquera les itinéraires à emprunter et les étapes de votre voyage. Bon, je passe rapidement. Tout au long de votre parcours, c'est moi qui vais vous proposer des exercices et vous inviter parfois à donner vos réponses sur le forum. Pour cela, cliquez sur l'image quand elle apparaîtra pour y accéder. C'est moi également qui vous proposerai les quiz en fin de mission. Ces quiz vous permettront de rejeter... Donc voilà, des fois on prête nos voix pour les personnages, vous avez compris. Examinons ensemble l'itinéraire de votre voyage. Bon, je vais Vous avez pas aller plus loin. réaliser. Tout ça pour vous dire que ça, c'est des outils qui ne sont pas forcément très complexes à mettre en place. Enfin, là, par exemple, on utilise un logiciel auteur qui est celui-là, et il en existe d'autres sur le marché qui sont très bien. Hein. À vous de vous renseigner. Donc à partir du moment, en fait, ce qui est important, ça ne demande pas des années de développement et des centaines de millions d'euros. Il faut simplement un bon scénario, bien réfléchir sur les objectifs pédagogiques. Donc là, ça a été organisé en plusieurs missions. Et puis voilà, essayer de faire quelque chose de sympathique, même si c'est pas forcément ce qui est le plus important. Mais si vous avez bien réfléchi votre pédagogie justement en amont, tout se passe très bien. Alors, voilà pour celui-ci. Donc, dernier que je voulais vous montrer, donc c'est la Fédération régionale des transports publics, des travaux publics, n'importe quoi, des travaux publics, pardon, qui nous a demandé un dispositif multimodal sur le recyclage des tuteurs en entreprise. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait des formations de tuteurs en entreprise à distance. Donc on a une certaine expertise là-dessus. D'ailleurs, on a mis en œuvre un projet l'année dernière avec le CAFOC de Nantes qui est très abouti. Donc là, c'est sur le recyclage des tuteurs en entreprise, donc qui va ressembler un peu à celui de la NFH sur l'organisation, à ceci près que là, on est sur un support différent. Où là, en fait, on est sur des tablettes qui sont en mode déconnecté, justement, parce que les salariés n'ont pas du tout de connexion sur les chantiers. Et dans les préfats, il n'y a même pas d'électricité la plupart du temps. Donc voilà, c'est pas la peine d'imaginer d'avoir un ordinateur. Donc voilà, là on est plus sur des modules assez individualisés, enfin des parcours individualisés, plus sur, c'est du recyclage, donc c'est plutôt sur des savoirs plus, donc sur la discrimination, sur la QSE, les attitudes professionnelles, les situations à problème, qui sont vraiment des problématiques du quotidien dans les TP. C'est ce qui a été remonté. Je vais vous en montrer un petit extrait rapide. Et une partie en regroupement, en classe inversée, où là on va revenir sur les points de difficulté, où les tuteurs vont échanger leurs pratiques, parce que là, vous l'avez remarqué, les thématiques abordées, c'est beaucoup de socio-comportemental. Donc voilà, j'ai un jeune j'ai mon jeune apprenti qui tous les matins fume 3 joints avant de venir sur le chantier. Donc comment je gère ça? Voilà. Donc, on donne des pistes dans les modules. Mais le plus pertinent pour ça, c'est d'avoir l'expérience des collègues, comment vous avez géré ça, etc. Très rapide. De toute façon, vous savez à quoi ressemble un module. Peut-être que je remette le son.
Motocross dimanche. J'ai passé une partie du samedi à préparer la course et ma moto. Ah ouais, tu fais de la motocross, toi? Je connais pas trop ce sport, ça se passe comment? C'est plutôt physique? Non mais carrément, t'imagines pas la préparation physique que ça demande. Étirement, musculation, je cours une fois par semaine et je suis même obligé de faire attention à ce que je mange. Sans ça, je serais dans un état lamentable. Faut une bonne musculature pour encaisser les chocs et les secousses. Et si je fais une mauvaise chute, je peux même finir dans un fauteuil ou pire. Je leur demande tous les matins de faire des étirements, de se préparer physiquement, de prendre soin d'eux. Il n'y en a pas un qui le fait sérieusement. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le corps, c'est de la mécanique. Il faut le vivre. L'idée, c'est justement, là. Pardon, là on voit l'importance du scénario. C'était important pour aborder la QSE, qualité, sécurité, environnement dans les TP, où finalement on se rend compte que les salariés, c'est plus une contrainte qu'autre chose pour eux. Là, c'était l'aborder en faisant le parallèle avec un des personnages qui fait de la motocross tous les week-ends et qui met ses équipements, qui se prépare, qui s'échauffe, qui s'étire. Et finalement, dans le travail, c'est exactement la même chose. On met les équipements, on doit préparer son corps, on doit éviter les bobos, voilà. Donc, un exemple de scénarisation assez intéressante qu'on a pu mettre en œuvre pour cette thématique. Alors, j'accélère. Donc, simplement, si je veux vous donner quelques conseils, il faut absolument s'enlever de la tête, mais ça, je suis sûr que vous en êtes convaincus. Quelque chose qui marche en présence, si vous le prenez et que vous le plaquez à distance, il y a de fortes chances pour que ça ne marche pas du tout. Ça, c'est assez évident. J'avais une image, enfin je l'ai pas remise là, où on voit, d'ailleurs c'était dans une vieille BD, Kik et Fluke, où on voit un des deux, c'est Kik ou Fluke, qui bat un tapis avec un aspirateur pas branché. On voit finalement qu'il utilise une technologie, mais il l'utilise mal, donc finalement il n'y a pas du tout plus d'efficacité que d'utiliser quelque chose de plus simple pour battre le tapis. Donc voilà, nous c'est ce qu'on appelle la e-transformation, et c'est là-dessus qu'on apporte notre plus-value quand on va démarcher des clients ou quand on répond à des appels d'offres. Voilà, c'est savoir tirer pleinement parti des différentes modalités et à chaque fois repartir de l'ingénierie pédagogique, repenser le dispositif, repenser le scénario, voilà, et intégrer tout, intégrer tous les éléments dans un tout cohérent et qui fasse vraiment sens, même quand on articule le présentiel et le distanciel. Par exemple, ce qu'on a fait avec le CAFOC de Nantes l'année dernière pour la formation de tuteurs pour Opcalia. Voilà, on était sur une métaphore de la brasserie dans l'outil à distance. C'est pareil, quand il y a des formations en face à face qui sont organisées, voilà, la salle elle est organisée en différentes tables, c'est presque si on ne met pas les nappes qui font un peu brasserie, ou voilà, chaque table aborde une thématique, et on est un peu dans l'esprit brasserie. Voilà, c'est un peu cette cohérence-là qu'il faut imaginer aussi, il faut pas se limiter l'imagination. Voilà. Alors, l'importance primordiale de l'accompagnement, les apprenants, il faut absolument qu'ils sachent qu'il y a un humain derrière. Voilà, nous quand on fait des protocoles individuels de formation, il y a un petit livret avec la photo de la tutrice, son numéro, voilà, et rien que ça finalement, même si la personne n'appelle pas toujours, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui appellent beaucoup et puis des gens qui appellent jamais. Voilà, rien que le fait de savoir qu'il y a une ou deux tutrices derrière qui sont là tout le temps, qui répondent 24 heures sur 24, enfin, aux heures de bureau, je veux dire, disons 5 jours sur 7. Voilà, on appelle, au pire, elle rappelle 1 heure après, elle dit où vous en êtes, etc. Elle répond à la question. Et c'est ça qui nous permet d'avoir des taux de complétude de l'ordre généralement de 80 à 90%. Voilà, donc ce qui sont plutôt des bons chiffres. Bon, c'est pas des énormes dispositifs non plus, mais par exemple sur la formation de tuteur Opca Transport, on a 2000 apprenants, enfin 2000 formés, 2000 salariés formés par an. Donc
sont des chiffres assez corrects. L'importance aussi au niveau du tutorat, donc d'être effectivement réactif. Alors après, si vous n'avez pas des tuteurs qui sont embauchés pour être tuteurs, c'est pas grave. On peut très bien écrire sur le livret je suis disponible le mardi de 9 à 12, appelez-moi dans ce créneau-là. Rien que de savoir ça, les gens, ils s'appelleront à ce moment-là. Par contre, il ne faut pas s'en limiter à ça, être aussi proactif. C'est-à-dire, la personne ne s'est pas connectée depuis 2 semaines, on ne va pas attendre qu'elle nous appelle, on va au contraire prendre notre téléphone, prendre notre mail, et puis lui dire où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça vous plaît pas, ou est-ce que vous n'avez pas eu le temps, est-ce que vous voulez qu'on prolonge les droits d'accès à la plateforme, etc. Voilà, tout ça pour que la personne reste dans une dynamique de formation. À savoir que les dispositifs que je vous ai présentés, et la plupart des dispositifs qu'on a en œuvre, sont des formations plutôt courtes, qui dépassent rarement les 14 heures. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais en clair, connaître les avantages et limites de chaque modalité et savoir en tirer parti, c'est ça que vous devez arriver à faire. Et puis cette petite citation que je trouve intéressante, là ça parle de TIC, mais on peut remplacer en disant multimodalité en fait. Ne laissez personne vous dire que la multimodalité va faire baisser les coûts, même si avec des tableaux d'amortissement on se rend compte que ça peut être vrai. Ce que la multimodalité peut faire, c'est élargir la palette des possibilités. Elle peut améliorer l'éducation et la rendre plus accessible. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et c'est surtout ça qu'il faut qu'on démontre au travers des différents dispositifs qu'on mettra en œuvre. Voilà. Alors je vous ai juste mis à la fin, vous verrez un petit savoir plus, parce que je savais qu'on n'aurait pas le temps d'aborder, plus sur les questions d'imputabilité, en lien justement avec les accords, l'ANI de 2013. Voilà, avec les caractéristiques à respecter justement pour que ça soit imputable. Encadrement, durée de formation, avec la nouvelle idée de délai moyen estimé, durée estimée nécessaire qui n'existait pas avant. On peut imaginer qu'une formation fasse 14 heures, mais que l'apprenant n'en a fait que 10, ou un apprenant en a fait 18. Ça maintenant, on en parle dans voilà, les regroupements, l'évaluation, voilà. Tout ça, vous pourrez le retrouver dans le petit document. Merci à vous. Ça va un peu dépasser le temps imparti, mais voilà, s'il y a néanmoins une question, on peut la prendre, puis on terminera notre rencontre. Voilà. À moins que... Christophe. Je voulais juste savoir, ce que vous développez au CAFOC de Dijon, c'est utilisable par qui? C'est vous le mutualisez dans tous les CAFOC déjà? Est-ce que alors, toutes les ressources des CAFOC sont mutualisées, ne serait-ce que déjà Alors oui, on a un réseau en fait national, vu qu'on a tous la même plateforme, donc qui est de toute façon Scormé, mais on a une politique d'échange entre GIP. Donc toutes les ressources qu'on fait, alors sous réserve qu'on ait négocié avec le client que les ressources pourront être utilisées. Par exemple, tout ce qu'on fait pour la NFH, sur les formations aides-soignantes, infirmières, on l'utilise pour notre réseau et on le mutualise avec les autres États. On a même des packs de transfert où on installe, on explique comment on peut transférer aux autres régions, aux autres ANFH. Ça permet même de créer des partenariats avec les ANFH. Il me semble d'ailleurs, peut-être qu'il y a celle de Caen, l'ANFH de Caen, qui avec le GIP qui utilise peut-être des ressources. Il y a Toulouse aussi. Bon, voilà. Mais oui, on essaie, dans la mesure du possible, de mutualiser au moins dans notre réseau. Sinon, après, c'est du cas par cas. C'est souvent des salariés, soit bourguignons, ou des fois sur des dispositifs nationaux comme Opca Transport. On a des demandes d'inscription chaque jour, une trentaine d'inscriptions qui peut venir de toute la France. Voilà, il y a un petit gérant de PME dans le sud-ouest qui veut se former. Voilà. Et on répond comme ça à l'urgence formation. Pardon. J'ai une autre question, je ne sais pas si ça marche. Les situations sur lesquelles vous travaillez, est-ce que ce sont les clients qui s'adressent à vous en direct ou bien des organismes de formation qui vous disent bonjour, on a un cas, on voudrait monter comment vous appelez ça, un film, est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, la plupart du temps, c'est
directement les OPCA qui nous... Alors soit c'est des appels d'offres, soit on les démarche. C'est plus rarement des OF qui nous demandent de les aider. Ça pourrait, bien sûr. On est tout à fait ouvert à toute collaboration, à toute aide, à tout conseil. Oui, bah oui, ouais. Donc, oui, au contraire, on fait des prestations de conseil, d'accompagnement, voilà, projet.